Mais dans une vie professionnelle antérieure, j'ai été consultant en intérim et je travaillais dans le unit industriel. Euh, je suis arrivé là sans formation au préalable, ce qui fait que je me suis retrouvé dans des situations quelque peu épiques que vous avez peut-être connues aussi. C'est-à-dire qu'on a un client au téléphone qui nous demande OK, il me faut un cariste, il me faut un pompier, il me faut un mec pour gerber. Oui, OK, et je ne sais pas du tout quoi on parle. Donc, il a fallu faire ses armes petit à petit. Et donc, le but de cette séance d'information ici, justement, est peut-être de vous familiariser avec les engins les plus fréquemment utilisés en logistique, ou vous familiariser, ou vous rappeler certains concepts que vous maîtrisez déjà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer par les engins dits les plus faciles. Ici, en l'occurrence, vous avez donc les transpalettes et gerbeurs, ce qu'on appelle en fait, dans le domaine de la logistique, le petit transport interne. Petit pourquoi? Ben, oui, ces engins ne sont pas très volumineux. Vous avez sur la gauche, tout d'abord, le transpalette électrique qui a pour simple fonction de décoller la charge du sol d'une dizaine de centimètres, pas plus. Et donc cet engin permet de déplacer une charge du point A au sol au point B au sol, ni plus ni moins. Vous avez sur la droite son cousin germain, c'est le gerbeur. Donc la configuration de l'engin est quasiment identique, à la différence qu'on lui a ajouté un mât, comme vous le voyez. C'est-à-dire qu'il va faire la même chose en termes de technique, de conduite, etc. C'est tout à fait identique au transpalette, à la différence que lui va être également capable de monter les charges en hauteur. Et quand je dis monter les charges en hauteur, ce n'est pas uniquement 2 mètres ou 3 mètres, puisqu'en fait, en fonction des modèles choisis, vous avez des gerbeurs qui peuvent monter des charges jusqu'à 7-8 mètres de hauteur. L'avantage avec ce type d'engin, comme vous le voyez, au-dessus, vous avez conduite accompagnée ou conduite autoportée. Vous avez en fait sur le devant de l'engin une tablette que l'on peut rabattre ou non. La conduite accompagnée, de quoi s'agit-il? La tablette est remise à la verticale et en fait, je vais conduire l'engin de la main gauche ou de la main droite et en fait, je vais tirer l'engin qui est assisté électriquement, heureusement. Je vais tirer l'engin un peu comme on prenait son chien en laisse, tout simplement. Ou alors, je rabats la tablette. Je suis donc à ce moment-là en conduite autoportée. La conduite autoportée implique automatiquement les 2 protections latérales que vous voyez. J'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Ça veut dire qu'à ce moment-là, évidemment, je fais encore moins d'efforts. Je ne peux pas marcher, c'est la machine qui me porte. Pourquoi cette différence? Si vous avez un entrepôt qui fait une vingtaine de mètres de long, on est dans le cadre d'une préparation de commande, le préparateur de commande a sa palette qui est installée sur les fourches, et il va faire le picking, il va aller de gauche à droite pour prendre les marchandises afin de compléter sa commande. Sur une vingtaine de mètres de longueur, il n'y a pas de problème, il va marcher, il va à gauche, il va à droite, etc. Imaginez maintenant que cet entrepôt ne fasse pas 20 mètres, mais 100 mètres de longueur, voire plus. Évidemment, le fait de devoir faire des allers-retours incessants dans les allées pour trouver les articles afin de composer la commande, ça va être un petit peu plus fastidieux. Et donc, il y aura une fatigue de la part de l'opérateur. Ça, c'est un élément. Mais il y a aussi et surtout un second élément qui reviendra de manière récurrente dans toutes les explications que je vais vous donner par la suite. Il y a un rapport de productivité. La différence, c'est que quand je conduis mon engin en conduite accompagnée, l'engin va circuler à une vitesse équivalente à peu près 4 km, c'est-à-dire la vitesse d'une personne, d'un piéton. Par contre, lorsque je rabats la tablette et que je suis en conduite autoportée, l'engin va monter à 8 voire 9 km/h. Donc il y aura une vitesse de déplacement qui sera beaucoup plus importante, d'où l'intérêt quand on se retrouve dans des entrepôts beaucoup plus vastes.
Les deux protections latérales sont alors à ce moment-là, bien évidemment, hyper importantes, puisqu'à 8 ou 9 km/h, à partir du moment où j'entame un virage, une rotation, il y a, avec la vitesse d'inertie, il y a un déplacement du corps vers la gauche ou vers la droite, d'où ces barrières, ces deux protections latérales. Vous voyez sur le slide ici, c'est illustré donc la conduite accompagnée, je tire sur le côté. Et vous avez également sur la suivante, voilà, la conduite autoportée. Il faut savoir, si on peut remonter de 2 slides, s'il te plaît. Merci. Encore une fois, Valérie. Encore. Voilà. Merci, Valérie. On va couper court à une rumeur totalement infondée. Beaucoup de personnes pensent, oui, il a son brevet Caris, donc il peut conduire un transpalette électrique ou un gerbeur. C'est totalement faux. Le gerbeur et le transpalette exigent un brevet spécifique lié à ces deux engins. Pourquoi? Il y a une différence principale notoire que l'on va constater assez rapidement par rapport au chariot élévateur. Vous êtes avec un engin qui n'est pas nécessairement en autoportée. Vous pouvez conduire, comme je l'ai dit, cet engin en conduite accompagnée. Il faut savoir que cet engin provoque lui aussi des accidents et sa victime principale, c'est le tendon d'Achille. Pourquoi? À partir du moment où vous conduisez cet engin, vous avez le timon, donc on voit le timon qui est à la verticale, vous le placez à l'horizontale et c'est seulement à ce moment-là que l'engin va pouvoir bouger. Il est certain que dans le cadre de la production, les opérateurs prennent le timon, le baissent, conduisent, s'arrêtent devant l'endroit où ils doivent faire le picking, on lâche le coup, le timon remonte. Et logiquement, un engin en parfait état de marche, à partir du moment où le timon revient à la verticale, il se stoppe. Oui, sauf que la machine n'est pas infaillible, de temps en temps il y a des petits couacs, et il peut arriver que l'engin ne se stoppe pas immédiatement, et qu'il continue sa course encore peut-être pendant 20, 30, voire 50 cm. Il vient à ce moment-là percuter l'opérateur au niveau du tendon d'Achille, et je vous dis, 85% des accidents qui sont relevés avec ce type d'engin, ce sont des lésions du tendon d'Achille. La formation pour ces deux engins peut se faire en un jour ou en 2 jours. Très sincèrement, en une journée, c'est très facilement faisable. Et il faut savoir également que toute personne qui a le brevet gerbeur est implicitement autorisé également à conduire le transpalette électrique. Donc on peut faire 2 en 1. Merci Valérie. Ok. Voilà. On passe à la machine suivante. Cet engin, c'est le préparateur de commande de niveau bas, comme vous le voyez en haut à gauche. Préparateur, voilà. Donc, préparateur de commande niveau bas, ça se conduit quasiment comme un transpalette ou un gerbeur. Pour preuve, si vous avez le brevet pour le gerbeur, vous êtes capable et autorisé à conduire le transpalette électrique et le préparateur de commande de niveau bas que vous voyez là. Préparateur de commande niveau bas, pourquoi avoir créé cet engin? Mais comme le nom l'indique, on est vraiment dans la préparation de commande pure et dure. D'où la configuration qui est différente, c'est-à-dire que comme vous le voyez, on est d'office en autoportée et il n'y a pas de porte ou d'obstacle latéralement. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'opérateur va entrer dans les rayons à gauche, rack à droite, il va pouvoir sans difficulté passer à gauche, faire son picking, mettre sur la palette, passer à droite, faire son picking, mettre sur la palette. C'est simplement pour gagner du temps. Sur l'illustration en bas à droite, je le dis chaque fois, je devrais mettre une grande croix rouge devant. En fait, ce que fait cette personne est totalement interdit. Préparateur de commande niveau bas veut dire que la personne peut faire du picking au niveau 0, c'est-à-dire au niveau des charges et des marchandises qui se trouvent au sol.
Ce qu'il fait là pour accéder au niveau 1 n'est pas permis. La formation pour ce type d'engin est équivalente aux deux précédents, un jour ou 2 jours selon l'expérience. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. C'est un engin qui est très prisé dans les grands entrepôts de logistique où on fait la préparation de commande. Ok Valérie? On a ensuite le grand frère du préparateur de commande niveau bas, le préparateur de commande niveau haut. Là, c'est tout autre chose. Le principe est le même, on fait de la préparation de commande. La différence essentielle du capital est qu'en fait, cette personne va monter avec sa charge. C'est-à-dire que si elle doit aller chercher une marchandise au niveau 4 ou au niveau 5, eh bien, elle va monter au niveau 4 ou au niveau 5. Très clairement, la conduite n'est pas compliquée, mais si la personne souffre de vertige, c'est même pas la peine d'y penser. Vous avez des préparateurs de commandes ou order pickers, c'est aussi un autre terme utilisé. Vous avez des préparateurs de commandes qui peuvent monter à 10, 12, 14 mètres. Donc vous comprendrez que la notion de vertige a toute son importance dans le cadre de l'utilisation de cet engin. Alors, pourquoi avoir créé cette machine? Eh bien, tout simplement parce que, à partir du moment où l'opérateur que l'on a vu sur l'écran précédent, donc le préparateur de commande niveau bas, à partir du moment où il prépare sa commande et qu'à un moment donné, il se trouve à un emplacement où il n'y a plus de stock, il est obligé de faire appel à un cariste qui va aller chercher au niveau 7 ou au niveau 8 dans les racks le stock, qu'il va redescendre en bas. Et donc, évidemment, pendant ce temps-là, il y a une perte de temps, il y a une perte de productivité. Et il y a 2 intervenants différents. La différence pour l'opérateur de commande, préparateur de commande niveau haut, c'est-à-dire que s'il se trouve au niveau 0 et qu'il n'y a pas la marchandise, il est tout à fait autonome et indépendant pour aller chercher lui-même les marchandises au niveau supérieur. D'autre part, à partir du moment où vous êtes dans un petit entrepôt où vous avez une quarantaine de références, ok, on sait que tout pourra être stocké au sol. À partir du moment où vous êtes dans un entrepôt d'une importance plus grande et que vous avez 500, 600 références, il est évident que tout ne pourra pas être stocké au sol, donc il y aura obligation pour le responsable d'entreprise de travailler sur différents niveaux. D'où l'utilité à ce moment-là de cet engin qui va permettre à une seule personne d'être totalement indépendante et autonome pour faire sa préparation de commande sur un rack qui va faire peut-être 50 mètres de long et qui va utiliser 5 ou 6 niveaux de stockage. Il peut tout faire seul. Il faut bien retenir également qu'il y a, avec l'utilisation de cet engin, une notion de hauteur. Là aussi, l'image qui apparaît sur la droite avec ce brave monsieur n'est pas correcte. Comme il y a notion de hauteur, il y a obligation de porter un harnais. Et ce harnais est accroché aux 4 barres noires que vous voyez au-dessus de la cabine. Notion de hauteur égale port du harnais obligatoire. Ok. On arrive maintenant avec des engins un peu plus conséquents et très largement diffusés au sein des entreprises. Les chariots élévateurs frontaux, communément appelés aussi Clark, souvent. Clark qui est une marque qui n'existe quasiment plus. Oui, il faut un mec pour conduire Clark. Oui, ok, c'est un chariot élévateur frontal. Les marques, c'est Toyota, Gunrich, Lind, Crow, il y en a une foultitude. Dans les chariots élévateurs frontaux, donc frontal, pourquoi? Si on fait la comparaison avec un véhicule, j'ai mon volant et les fourches sont devant moi. Chariot élévateur frontal. Il y a en fait dans cette grande famille 2 catégories, les engins électriques et les engins thermiques. Engins électriques facilement compréhensibles que l'on va utiliser à partir du moment où on travaille dans des entrepôts fermés. Dans les engins électriques, vous pouvez avoir un 3 roues ou un 4 roues comme celui qui est illustré sur la droite.
Le 3 roues a cet avantage de tourner quasiment sur lui-même. Il a un diamètre, un rayon de braquage très court. Le 4 roues, lui, ok, comme une voiture, a un rayon de braquage un petit peu plus conséquent. Pourquoi l'un ou l'autre? Le 4 roues, bien entendu, est plus stable. On est plus stable sur 4 pattes que sur 3. Le 4 roues, en règle générale, a également une capacité de levage plus conséquente. Donc je dirais que le 3 roues va plutôt être utilisé quand on utilise on doit manipuler des charges pas trop lourdes. Pas trop lourd, ça peut quand même aller jusqu'à une tonne 4, une tonne 5. Donc tout est relatif. Le chariot 4 roues, lui, oui, peut peut-être monter à 2 tonnes 5, 2 tonnes 6 selon les modèles. Ces engins vont servir principalement à faire du gerbage. Donc le gerbage, c'est un terme un petit peu barbare, mais donc c'est le fait d'aller placer ou retirer des marchandises dans les racks. L'empilage, notamment dans le domaine de l'alimentation, vous avez ces bacs gris, très utilisés donc en alimentaire, que l'on va empiler les uns sur les autres. Et ce sont des engins qui sont également utilisés pour faire le chargement et déchargement de camions. Les formations relatives à cet engin, on va de 1 jour, on passe 1 jour, 3 jours ou 5 jours. 1 jour, c'est quoi? C'est la revalidation de compétences. Ça se fait en une journée, ce sont des gens qui ont leur brevet, mais un recyclage tous les 5 ans est toujours conseillé parce qu'on peut inconsciemment prendre de mauvaises habitudes, ou il est possible aussi que la carrière professionnelle ait fait qu'on n'ait plus conduit cet engin pendant un certain nombre d'années, mais qu'on revient au métier de la logistique. La 3 jours est faite pour des gens qui vont demander un niveau vraiment bas, le niveau de base, donc qui vont faire des choses très simples avec l'engin, ou la 5 jours qui elle est faite vraiment pour des personnes qui débutent et qui n'ont jamais vu l'appareil de tout près. Les brevets disponibles dans cette catégorie, ce sont les brevets bases, brevets avancés et les brevets tâches à risque. Il y a une récurrence dans tout ce qui va suivre, c'est qu'il faut bien comprendre que les entreprises, et je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, les entreprises qui travaillent dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie, de par la nature spécifique, un peu plus spécifique et dangereuse des charges qu'ils manipulent dans la chimie et la pétrochimie, ont exigé, il y a de nombreuses années, via l'ASBL BESAC, un niveau de compétence supérieur. Pourquoi? Il est évident que si un cariste fait tomber une palette d'essuie-tout, de papier essuie-tout, les dégâts ne seront pas énormes, tant au niveau des dégâts sur la marchandise qu'au niveau de la valeur financière. Par contre, lorsque vous êtes dans une entreprise de la chimie ou de la pétrochimie et qu'il peut s'agir par exemple de fûts, d'acide ou je ne sais quel autre produit dangereux, la valeur financière bien entendu est plus conséquente, mais les dégâts en cas de chute évidemment sont beaucoup plus graves. C'est pour cette raison que les entreprises de la chimie et de la pétrochimie ont donc demandé un brevet dit entre guillemets de niveau expert, ce qui fait que vous avez pour chacun de ces engins, vous avez chaque fois une déclinaison en brevet expert. En gros, et sans entrer dans le détail, le niveau expert va est déterminé par quoi? Lors des examens pratiques pour toutes les machines que vous allez voir, si par exemple un opérateur pour un brevet dit traditionnel lors de l'examen pratique aura droit à 45 minutes, dans le cadre de ce même brevet mais niveau expert, il n'aura plus 45 minutes pour réaliser l'examen pratique mais 30 minutes. Donc le fait de raboter de 15 minutes d'examen pratique nous amène à la conclusion suivante: parfaite maîtrise de l'engin et rapidité d'exécution en sécurité. Voilà. Je ferme la parenthèse. Vous avez ici donc pour les chariots élévateurs frontaux le brevet base, le brevet avancé et le brevet IS001 ou AV001. Je ne vais pas vous embrouiller plus longtemps avec ça, mais vous devez savoir que ça existe. Dans la seconde
famille. Donc j'avais bien dit, il y a les électriques et nous abordons ici les thermiques. La première chose, c'est que les thermiques sont toujours en 4 roues. Toujours. Pourquoi? Si on opte pour du thermique, c'est parce qu'on a besoin d'une puissance plus conséquente. Si on a besoin d'une puissance plus conséquente, c'est parce que les charges vont être plus lourdes. Si les charges sont plus lourdes, on a inéluctablement et implicitement besoin de plus de stabilité. Comme je le disais tout à l'heure, plus de stabilité sur 4 pattes que sur 3. Donc un thermique est toujours en 4 roues. Vous avez dans les thermiques le gaz, illustration avec la bombe de gaz qui est située à l'arrière du chariot, ou sur des machines plus conséquentes encore, vous avez le diesel que l'on reconnaît puisque vous voyez à l'arrière le tuyau d'échappement qui se trouve à la verticale. Dans les thermiques, vous avez l'engin de gauche qui peut avoir une capacité de 2 tonnes et demie. À droite, vous avez des engins qui sont beaucoup plus conséquents, qui sont essentiellement utilisés dans le domaine de la sidérurgie, la métallurgie, etc. Vous avez des engins qui peuvent avoir des capacités de levage qui peuvent aller jusqu'à 14, 15, 18 tonnes. Dans une entreprise de la région de Charleroi que je ne nommerai pas, il y a un engin capable, qui a une capacité de levage de 50 tonnes. Ça vous situe un petit peu sur les capacités de cet engin et notamment ses dimensions. Tout est toujours au prorata. Concernant les engins thermiques, pour les personnes qui passent la formation sur un engin thermique, le brevet est valable jusqu'à 7 tonnes et demie. Donc pour des engins ayant une capacité de levage de 7 tonnes et demie. À partir du moment où l'un de vos clients vous demande un cariste et qu'il vous dit que ce chariot élévateur a une capacité supérieure à 7 tonnes et demie, vous ne pouvez pas envoyer un cariste avec un brevet chariot élévateur frontal traditionnel. Il faut une journée spécifique de formation supplémentaire qui se fait, étant donné la taille de ces engins de plus de 7 tonnes et demie, aucun centre de formation ne dispose de cela en interne. Donc ça veut dire que cette journée spécifique doit se faire chez votre client avec son matériel. Ce qui quelque part n'est pas plus mal, parce que ça veut dire que votre intérimaire va pouvoir utiliser d'une part la machine du client, mais également sur le lieu de travail du client, qui, on le sait, a toujours des particularités. Un lieu de travail dans une entreprise n'est pas le même que celui d'une autre entreprise. Donc il va pouvoir s'adapter aux spécificités du lieu de travail où il va devoir travailler au quotidien. Je suis en réunion, par webinaire. Vas-y. Ok. On peut passer au... Où tu es? Tu es où là? Valérie. On remonte un petit peu. Normalement, on a les rétracts après. Voilà, merci. Donc, on a également comme engin énormément utilisé dans les centres de distribution, notamment ou dans les grands centres de stockage, on a le chariot élévateur à mât rétractable, communément appelé le rétract. Alors, la spécificité de cet engin, donc on avait avant ça le chariot élévateur frontal, j'ai mon volant et j'ai mes fourches droits devant moi. Là ici le problème est que mes fourches sont en position perpendiculaire par rapport à mon poste de conduite. Comme vous voyez sur les illustrations, j'ai mon petit volant devant moi, mais mes fourches sont sur la droite. Il faut bien comprendre qu'on peut être un excellent cariste en chariot élévateur frontal et être totalement nul avec un rétract. En fait, le déclic se fait ou pas. Je suis devant mon poste de conduite, si j'avance,
il faut à un moment donné que le cerveau accepte de dire si j'avance, je vais vers la gauche, si je recule, je vais vers la droite. Vous avez des gens chez qui ça se fait très facilement et d'autres chez qui ça ne se fait jamais. C'est comme ça. La particularité de cet engin. Pourquoi cet engin est-il vraiment... Valérie, tu es où? Ok, merci. La particularité de cet engin. Pourquoi cet engin est-il vraiment prisé dans les centres de distribution ou les halls de stockage? Comme vous le voyez, il est beaucoup plus ramassé que le chariot élévateur frontal. Il a un centre de gravité vraiment très compact et il va permettre de monter des charges jusqu'à des hauteurs qui peuvent aller jusqu'à 14, 15, 20 mètres de hauteur. Donc vous imaginez bien qu'il a une polyvalence phénoménale. C'est l'engin de prédilection pour les grands entrepôts de stockage. Une des particularités, et lorsqu'un client vous dit « Ok, j'ai besoin d'une personne capable de conduire un rétract », il faut impérativement demander s'il s'agit d'un 180 ou d'un 360 degrés. La conduite est totalement différente. De quoi s'agit-il exactement? 180 degrés, c'est comme le volant de votre voiture. Vous allez braquer à gauche et vous arriverez à la butée. Il n'y aura pas moyen d'aller plus loin. Vous allez tourner à droite et vous arriverez à la butée. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin. C'est le 180 degrés. Le 360 degrés, de quoi s'agit-il? Les autotamponneuses que l'on rencontre dans les foires, les fêtes foraines, il n'y a pas de butée. On va mouliner en permanence. On peut tourner pendant 20 ans si on veut. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc, le principe, quel est-il? Je vais prendre mon volant, je vais commencer à tourner, l'engin va tourner. Si je continue à tourner mon volant, je vais automatiquement passer en marche arrière, comme un autoscooter. Pourquoi avoir inventé ça? Eh bien, parce que sur le 180 degrés, à partir du moment où j'arrive à la butée, ok, si je veux aller en marche arrière, je dois stopper la machine, la mettre à l'arrêt, appuyer sur un bouton, et après seulement entamer la marche arrière. Donc, perte de temps, perte de productivité, on en revient toujours à la même chose, d'où le 360 degrés qui a été inventé pour cela. Ça ne facilite pas la tâche, mais une fois qu'on maîtrise, c'est vrai que c'est quelque chose de particulièrement efficace et rentable, encore une fois, sur le plan de la productivité. Cet engin, on va retrouver les mêmes pratique qu'avec le frontal. On va faire du gerbage, on va faire de l'empilage, mais comme je le disais, on va pouvoir travailler à très très grande hauteur. Par contre, si vous vous souvenez, dans le chariot élévateur frontal, on pouvait également faire du chargement et des chargements de camions. Le rétract n'est pas capable de cela. Il ne peut pas entrer dans un camion. Pourquoi? C'est purement physique. Vous voyez la hauteur du mât qui est très conséquente, qui est en général de l'ordre de 3 mètres au minimum, c'est le revers de la médaille. Comme il peut travailler à très grande hauteur, il lui faut un mât en proportion. Et le mât étant tellement conséquent, il ne sait pas rentrer dans un camion. Donc ça, c'est vraiment une machine qui travaille exclusivement en intérieur et essentiellement dans le stockage. Les formations chariot rétract, identique au frontal, 1 jour, 3 jours, 5 jours, selon le niveau de compétence. Déclinaison du brevet, base, avancée, IS002 pour les tâches à risque, les brevets spécifiques au secteur de la chimie et de la pétrochimie, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ok Valérie? Vous avez dit ces différents équipements qui sont liés aux engins de manutention. Bon, c'est vraiment à titre informatif, hein. Mais voilà, vous avez les europalettes, la palette industrielle à 4 entrées, la palette lourde à 2 entrées. Évidemment, les différentes palettes que vous voyez là vont dépendre essentiellement de l'activité de l'entreprise. Les palettes en plastique, j'attire votre attention sur la dernière, la palette en carton. Ce type de palette
est très apprécié. Ikea, en l'occurrence, n'utilise plus que ce type de support. Trépassé, très léger, beaucoup plus écologique, mais qui nécessite une maîtrise parfaite de la part du cariste. En effet, si la personne vient et n'est pas parfaitement centrée avec la palette et qu'elle vient malheureusement toucher les supports avec la fourche, ça reste du carton. Donc là, c'est terminé. Donc en fonction de la spécificité des palettes, c'est toujours une information qu'il est important de demander au client. Tiens, quel type de palette utilisez-vous ou quel type de charge en règle générale? Ça vous permet quand même de pouvoir donner des informations complémentaires à la personne que vous enverrez pour remplir cette mission. Merci Valérie. Voilà. Dans les autres types de charges, comme vous le voyez, les palettes Areos, c'est très pratique parce qu'en fait, vous allez pouvoir mettre autant de hauteur en fonction de la nature de la charge que vous allez porter. Vous avez une petite charge, vous allez utiliser 2 niveaux de hauteur, là on utilise 4. Palais Areos pliable, ok. Box en PVC, très utilisé dans l'alimentaire. Et notamment quand je vous parlais d'empilage, ce sont vraiment les charges de prédilection pour l'empilage. On peut faire des murs avec ça. On a des empilages qui peuvent se faire sur une hauteur de 7-8 bacs. Très utilisés dans l'alimentaire. Les box en métal, de moins en moins utilisés et quand utilisés dans la sidérurgie. Conteneurs grillage, oui. Utilisé aussi également métallurgie, sidérurgie. Et enfin le dernier, j'insiste aussi, le conteneur IBC. Les IBC, c'est, comme vous le voyez, du liquide. Il est toujours aussi très important de signaler à l'intérimaire qu'il sera plus probablement ou fréquemment appelé à manipuler des IBC. Le liquide, oui, il bouge. Ça veut dire en fait que la manipulation de ce type de charge nécessite une conduite très souple. Si le conducteur adopte la même méthode de conduite avec un IBC qu'il ne le fait avec une palette dite traditionnelle, c'est la catastrophe assurée. Un freinage trop brusque va créer le mouvement de l'eau et le mouvement va faire que l'IBC à un moment donné va quitter les fourches du chariot élévateur avec toutes les conséquences négatives que vous pouvez imaginer. Donc quand il y a conduite et manipulation d'UBC, il est toujours très important de signaler à l'intérimaire. Oui Valérie? Concernant les racks, ce sont aussi des informations qui sont très importantes pour la personne que vous enverrez. Vous avez les rayonnages à palette sur la gauche que l'on voit, ok, ça c'est du traditionnel et tout le monde connaît. Tout cariste connaît ça. Donc là, ok, on est vraiment dans l'optique d'un stockage optimal. Stockage optimal veut dire quoi? Que chaque palette est placée d'une manière rigoureuse, la règle des 4 doigts. Entre chaque palette, il y a l'espace de 4 doigts, de manière à pouvoir permettre à tout cariste d'aller chercher ou placer une charge sans endommager celle qui se trouve à gauche ou à droite. Ça, tout cariste connaît cette règle-là. Vous avez sur la droite le rayonnage à bras support. Rayonnage à bras support, ce sont des rayonnages qui sont principalement utilisés dans la métallurgie ou dans les menuiseries. C'est-à-dire que vous avez là, par exemple, des poutrelles qui font 7-8 mètres de longueur et que le cariste va venir déposer, d'où la spécificité de construction de ce type de rayonnage. Oui, Valérie? Vous avez le rayonnage drive-in sur la gauche, très spécifique. En fait, il exige, et là aussi c'est une information que vous devez donner à votre intérimaire, si c'est l'application dans l'entreprise où il est appelé à travailler, il va devoir rentrer avec le chariot dans le rayonnage drive-in. Ça veut dire que, passez-moi l'expression, on ne peut pas mettre un bleu là. Il nous faut quelqu'un d'expérimenté.
Parce que le moindre faux pas sur la gauche ou sur la droite, et on fragilise toute la structure du driving, avec les dégâts financiers et autres que vous pouvez imaginer. Donc rayonnage driving, très important de le signaler si c'est un type de rayonnage opérationnel dans l'entreprise en question. Sur la droite, vous avez également quelque chose de spécifique, ce sont les rayonnages dynamiques sur rouleau. C'est très pratique, donc on rentre le stock par le point haut, ça descend et les préparateurs de commandes sont au point bas et ont toujours ce qu'il faut pour préparer les commandes ou les départs vers les camions. Important de le signaler également parce que le cariste qui va devoir alimenter ces rayonnages dynamiques va se retrouver dans une position un petit peu spéciale et qui va un peu contre nature. Je rentre un petit peu dans le détail technique, mais il faut bien comprendre. Donc, il va arriver devant des rouleaux qui sont inclinés. Et il va arriver avec son chariot élévateur et sa charge, avec une charge, c'est la règle, qui sera parfaitement à l'horizontale. Il va devoir aller contre nature pour alimenter ce rayon, puisqu'il va devoir faire quelque chose qui est totalement interdit en règle générale avec un chariot. Il va devoir incliner ses fourches vers l'avant pour laisser glisser sa charge vers le rayonnage dynamique. C'est totalement contre nature par rapport à ce qui est expliqué dans les règles de sécurité standard quand on conduit un chariot. Donc c'est important de le signaler également. Oui, Valérie? On va aborder maintenant, alors je sais qu'on est dans la logistique principalement et on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'une nacelle élévatrice vient faire là-dedans? Je vais expliquer ça dans le détail. Dans les nacelles élévatrices, évidemment, travail en hauteur et donc systématiquement port du harnais. C'est incontournable. Vous avez trois types de nacelles. La ciseau, la télescopique et la bras articulée. La nacelle ciseau, comme vous la voyez là, vous voyez à la configuration pourquoi elle porte ce nom. On a ces ciseaux qui sont en dessous. Engin relativement simple. Évidemment, la notion de vertige est d'application ici plus que jamais. Mais cet engin avance, recule avec les quatre petits trous que vous voyez en bas. Et en fait, il monte à la verticale. C'est un engin qui est très souvent utilisé et principalement utilisé par le personnel d'entretien, électricien, manutention, etc. Tiens, va remplacer les deux tubes qui ont claqué là-bas dans l'entrepôt. Le technicien électricien va se mettre juste en dessous. Hop, il monte, il travaille, il fait ce qu'il faut, il redescend, on n'en parle plus. Pourquoi est-ce que cet engin est également en lien avec la logistique? Eh bien parce que vous avez certaines entreprises, tous les choix sont à respecter, qui font de la préparation de commandes avec ce type d'engin, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Voilà, c'est comme ça. Vous devez savoir que ça existe. Concernant cette machine, elle est relativement simple, encore une fois, pour une personne qui n'a pas le vertige et qui a une certaine sensibilité et familiarisation avec un engin quel qu'il soit. En un jour, l'affaire peut être faite. Vous avez un brevet base, vous avez un brevet AV03 qui est le pendant du brevet pétrochimie, mais c'est vraiment la nacelle la plus simple. Oui, Valérie? Vous avez ensuite la télescopique, ben voilà, l'illustration parle d'elle-même. Ça se rapproche très très fort de ce que les pompiers utilisent très fréquemment. Vous voyez également le long des autoroutes quand vous voyez ces personnes qui doivent changer le système d'éclairage. Encore que c'est une nacelle télescopique, mais en général elle est sur camion. Mais voilà, le principe télescopique, je déploie le mât 1, le mât 2, le mât 3, on monte à hauteur. On peut monter jusqu'à 50 mètres avec ça. Voilà, aussi simple que ça et comme illustré, comme vous le voyez. Oui, Valérie. Et enfin, on a la bras articulée. Voilà, comme j'ai noté, c'est la machine la plus compliquée. Mais, donc, bras articulé, vous voyez, vous avez un premier bras, vous avez un second bras, vous avez un troisième bras, et selon les modèles, vous avez un quatrième bras
qui sort en télescopique avec au bout le panier qui est rotatif. Ça veut dire que lorsque vous vous trouvez au tableau de commande de cet engin, je ne vais pas vous dire que vous avez devant vous un tableau de bord digne de la NASA, mais c'est pas loin. Chacun de ces bras, il va falloir les manipuler de manière cohérente. Donc oui, c'est vrai que cette machine est beaucoup plus compliquée, mais elle est également hyper pratique. Pourquoi? Elle permet d'accéder à des endroits qui, de prime abord, sembleraient tout à fait inaccessibles, mais en fait, elle se contorsionne, moi je dis toujours un peu comme un serpent. Donc elle est très, très, très pratique. L'autre avantage, quel est-il? Il est qu'à partir du moment où vous êtes capable de manipuler cet engin, et comme vous le voyez en bas, si vous êtes détenteur du brevet IS005, le fait d'être apte et de posséder le brevet IS005 pour conduire cette nacelle vous autorise également à conduire les deux nacelles précédentes, c'est-à-dire la télescopique et la nacelle ciseau. Donc on fait d'une pierre trois coups. Donc comme je le disais, plus compliqué, oui. Mais quand on maîtrise ça, on maîtrise les deux précédentes également. On arrive maintenant au pont roulant. Alors, les ponts roulants, dans le cadre de la préparation de commande, oui, à partir du moment où les charges manutentionnées sont des coils, donc ces grosses bobines de métal, oui, ça, on ne va pas aller les chercher avec un transpalette, avec un gerbeur, ni un rétract, ni un chariot élévateur frontal. On doit passer par le pont roulant. Dans les ponts roulants, nous avons deux familles. Les commandes au sol et les commandes camion. Quand un client vous demande « j'ai besoin d'un pontier », c'est la toute première question à poser. Ok, monsieur le client. S'agit-il de commandes au sol ou de commandes camion? S'il s'agit de commandes au sol, il faut savoir que ce sont deux brevets différents. Et vous comprendrez après pourquoi il y a deux brevets différents pour le pont roulant. Commande au sol, vous avez d'une part la poirée filaire. Comme vous le voyez sur l'illustration à gauche, c'est un câble filaire avec le petit boîtier jaune que vous voyez là, qu'on appelle en règle générale aussi dans les différentes entreprises la boîte à boutons. Ce qui va se passer avec ce type de commande, vous avez l'avantage, d'une part, puisque vous êtes relié par le câble, vous avez l'avantage d'être près de votre charge et de voir parfaitement ce que vous devez faire ou pas en termes de manipulation. Vous avez également cet inconvénient d'être près de la charge. En effet, à partir du moment où la charge aura un mouvement non désiré, un balancement gauche-droite suite à une mauvaise manip, quand on utilise un pont roulant, c'est que les charges que l'on va manutentionner sont relativement lourdes. Hein. Ça veut dire qu'en général, en dessous de la tonne et demie ou des 2 tonnes, on ne bouge pas. Et on peut monter à 20, 30, 50, 70 tonnes, hein, selon les entreprises. Donc à partir du moment où vous avez cette charge en mouvement, mais que vous êtes proche de la charge parce que vous êtes relié par ce fil, en termes de sécurité, vous êtes exposé. Vous êtes exposé. Donc, je le disais, avantage, on est tout près, on voit parfaitement ce qu'on fait. Inconvénient, on est un peu plus sujet à des heurts, des collisions avec la charge s'il y a un mouvement non désiré. Le mot associé à cela, c'est l'élingage de charge. Cette charge que vous allez devoir transporter avec le pont roulant, vous allez devoir l'élinguer, c'est-à-dire l'accrocher avec des élingues qui respectent la charge. Je m'explique, au niveau des élingues, vous avez des élingues synthétiques, vous avez des élingues de câble, vous avez des élingues en chaîne métallique. Il est clair qu'à partir du moment où vous allez devoir transporter une poutrelle métallique, vous n'allez pas transporter une poutrelle métallique avec des élingues métalliques. Le fer contre le fer, il y aura du frottement et ça va altérer soit l'élingue, soit la charge. Donc, il y a
des informations capitales qui sont également enseignées dans le cadre de la formation pour le pont roulant avec les commandes au sol. Vous avez, comme vous le voyez dans les brevets, le brevet IS-011. Le brevet IS-011, il est propre aux commandes, la formation pont roulant commande au sol, et il comprend également, en cas de réussite, donc le brevet pour conduire avec une poirée filaire et le brevet AV004 qui veut dire élangage de charge non critique. Le brevet IS-011 comprend donc l'autorisation pour conduire un pont roulant avec une poirée filaire, mais également ce qui suit. Merci Valérie. La radiocommande. On est également ici en commande au sol. Mais, comme vous le voyez, on a une boîte radiocommandée que l'on porte en main, qui donne l'avantage de pouvoir être plus loin de la charge. Je parlais tout à l'heure de la sécurité. Ok, je vais m'éloigner un petit peu parce que comme ça, je ne risque pas d'être écrasé par la charge si elle a un mouvement indésiré. Mais ça, c'est vraiment le top. Pourquoi? Parce que à partir du moment où j'ai besoin d'un mouvement de précision, je peux m'avancer près de la charge, mais je ne suis pas tenu par ce fil. Ça veut dire que j'ai beaucoup plus de mobilité et je peux m'écarter du danger. Ce type de commande est de plus en plus répandu aux dépens de la poirée filaire. Les opérateurs les plus efficaces aujourd'hui sont les adolescents. Merci la PlayStation et tout autre dérivé. J'ai assisté encore il y a 3-4 mois à une formation de 3 jours au centre de Jumet avec des personnes d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Je ne critique pas, j'en ai personnellement 63, je suis mal placé. Et il y avait dans ce groupe un gamin de 19 ans qui venait pour la première fois, qui n'avait jamais vu un pont roulant de tout près et qui, avec la radiocommande, a écœuré les autres participants d'une dextérité phénoménale. Et comme il dit, bah oui, PlayStation, j'ai l'habitude. Voilà, tout simplement. Donc, le petit conseil que je vous donne, si je peux me permettre, dans la recherche de vos pontiers, ne pensez pas nécessairement qu'une personne d'un certain âge, maturité, etc., est préférable à une personne relativement jeune. Avec ce type d'engin, la nouvelle génération, c'est de l'or en barre. Voilà, le petit conseil est donné. Donc ici, même chose, élangage de charge. Comme je le disais, ça fait partie du brevet IS-011, donc qui comprend la précédente, donc la poirée filaire, mais également la radiocommandée que vous voyez là. Merci Valérie. On arrive maintenant à la deuxième famille, les commandes cabine. La commande cabine, comme vous le voyez sur les illustrations, le gars, il est perché tout là-haut. Et c'est un travail de solitaire. Vous avez certaines entreprises où le gars est perché à 25, 30, 35 mètres de haut. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il monte là-haut avec son casse-croûte et il passe sa journée là-haut tout seul. Raison pour laquelle d'ailleurs j'ai eu le cas il y a quelques mois d'une personne qui voulait changer de métier parce qu'il me disait écoutez, j'ai aucun contact social, c'est plus possible, je ne supporte plus. Il faut être capable de faire ça parce qu'on est seul au perché là-haut. Il faut savoir que cette personne ayant besoin d'une excellente visibilité, dans 95% des cas, le plancher de la cabine est totalement transparent. Donc là aussi, notion de vertige, vraiment hyper importante. Il est donc en permanence. Il va parler avec
les élingueurs qui sont en bas, les trois gars que vous voyez, il va communiquer, quand il va bien, par talkie-walkie. Le problème est que la majorité de ces ponts cabines se retrouvent dans le secteur de la métallurgie. Et alors, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? J'en sais rien, mais les métaux, les fréquences, des interférences, etc. Le résumé de tout ça, c'est quoi? C'est que, oui, bien entendu, il communique par talkie-walkie, mais il faut toujours que et l'opérateur cabine et les élingueurs qui sont en bas connaissent la communication par signe pour pallier à toute défaillance d'un système de communication plus moderne. La communication par signe, comme vous le voyez, cette formation commande cabine est incluse dans le brevet IS-012. Et ce brevet IS-012 comprend notamment l'enseignement de la communication par signe. Il est évident que le gars qui est perché là-haut à 20-25 mètres, autant les opérateurs de commande sol sont à même d'élinguer eux-mêmes leur charge puisqu'ils sont au sol, lui, il ne va pas s'amuser à descendre les 25 ou 30 mètres de l'échelle pour élinguer sa charge et puis remonter les 20 mètres et manipuler la charge. Donc, il y a des élingueurs qui ne font que cela. Les trois petits bonhommes qu'on voit en bas. Eux sont des élingueurs expérimentés et ils doivent, contrairement à l'illustration que l'on voit là, communiquer clairement à l'opérateur qui se trouve là-haut ce qu'il doit faire, monter, descendre, etc. Donc en fait, il y a un élingueur qui communique par geste, et certainement pas les trois comme vous voyez ici. Ok? Je terminerai par certaines prescriptions de sécurité. En tant qu'employeur de vos intérimaires, vous avez des responsabilités, vous le savez mieux que moi, en termes d'assurance, etc. Vous savez également que, prioritairement, l'intérimaire doit respecter le règlement d'ordre interne en vigueur dans l'entreprise dans laquelle vous envoyez votre intérimaire. Il est bon, je pense, de rappeler à pas mal de personnes qu'il faut respecter ces règlements internes. Notamment, dans toutes les entreprises, vous avez des règles de circulation. Oui, ok, c'est le code de la route. Il faut respecter ça. Merci Valérie. Tenir compte des panneaux de signalisation, respecter les règles internes de signalisation, extrêmement prudent lors des sorties de couloir et faire attention aux piétons. Tout cariste normalement formé sait que lorsqu'il arrive à un virage, il va devoir utiliser le klaxon. Il le sait. Alors oui, c'est pas très agréable, surtout quand vous vous retrouvez avec une vingtaine ou une trentaine de caristes dans un entrepôt. C'est bip-bip à gauche, bip-bip à droite. Ça peut sembler agaçant, oui, mais c'est primordial sur le plan de la sécurité. Oui, Valérie? Les passages pour piétons, évidemment, ne pas altérer les marchandises, c'est important. Ne pas altérer, faire de dégâts entre chariot élévateur ou engin de manutention, c'est hyper important. Le plus important, bien entendu, c'est de ne pas entrer en contact avec les piétons. Vous voyez d'ailleurs notamment ce rond bleu qui est au sol. Ça, c'est un dispositif de sécurité qui est en vigueur depuis à peu près une dizaine d'années. Le Blue Spot, ils n'ont pas été très futés, on ne va pas chercher trop loin. Le Blue Spot, il est vraiment bien fait parce qu'en fait, là, vous ne le voyez pas sur l'image, mais vous avez un chariot élévateur qui arrive de la gauche sur la photo. Il est dans le couloir qui se trouve sur la gauche. Ce qui fait que ce chariot élévateur projette au sol 3-4 mètres devant lui cette sphère lumineuse, ce qui fait que le piéton voit, avant d'arriver dans le virage, qu'il y a un chariot élévateur qui va arriver. En termes de sécurité, ça c'est vraiment important. Éviter de circuler, oui, ok. Donc, sécurité des personnes. Il est clair qu'un cariste ne peut jamais permettre d'avoir quelqu'un sous sa charge. Il est le responsable. Il est là avec son chariot élévateur. Il est en train de monter une charge
il y a un opérateur, un préparateur de commande qui dit oui, bouge pas, j'en ai pour 2 minutes, ça va aller vite. Il ne peut pas l'autoriser. C'est de sa responsabilité. Et également, et on sait que ça arrive, un chariot élévateur, c'est pas un taxi. Un chariot élévateur, c'est fait pour transporter des marchandises et pinboard. Petite exception, c'est très rare, mais j'en ai vu. Il existe des chariots élévateurs de 2 sièges. Quand il y a 2 sièges, bien entendu, une seconde personne peut monter sur le chariot élévateur. Mais certainement pas ce qu'on voit là. Il y a ce qu'on appelle un périmètre de sécurité qui est à respecter et qui est, ben voilà, c'est noté là-haut, qui est de 2,50 m. Un chariot élévateur passe, les piétons doivent respecter cette zone de 2,50 m. Et si cette zone n'est pas respectée par les piétons, le cariste a le droit et même l'obligation de dire s'il te plaît, recule-toi, tu dois respecter les 2,50 m. C'est son devoir. Ça, il faut aussi peut-être le rappeler à vos intérimaires. Et je peux comprendre, ils sont dans une entreprise en intérim, c'est peut-être le premier jour ou le second jour, et ils se disent waouh, je ne vais pas faire de mon nez ici, je vais me la jouer discret. Non. Ils doivent, c'est leur devoir en tant qu'opérateur, encore une fois, ça fait partie de leurs obligations. Ils doivent dire à la personne, même s'ils sont là depuis 2 heures, écoute, sorry, désolé, mais recule-toi. Oui, Valérie? Alors, il faut également tenir compte, et c'est très important pour les gens que vous envoyez, de la hauteur de passage de la machine. Ils arrivent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Donc, évidemment que les personnes qui sont là depuis de nombreuses années ou des intérimaires qui sont là depuis de nombreux mois connaissent les particularités de telle ou telle machine, savent qu'à tel endroit, pour passer du hall A au hall B, on a une hauteur de 3 mètres, de passage de 3 mètres, mais que du hall B au hall C, on n'a que 2,70 m. Ce sont toutes des particularités liées au site de travail que votre nouvel intérimaire, nouvel entrant ne connaît pas particulièrement. Donc au départ, il est également important de lui demander soit de bien se renseigner, soit d'être très observateur et de vérifier que tout fonctionne correctement. On sait que normalement, en théorie, lorsqu'un nouvel intérimaire arrive, il est pris en main par un qui va prendre le temps de lui expliquer, oui, ok, on sait aussi qu'on ne vit pas au monde des bisounours, et que dans la théorie, c'est ce qui est toujours mis en place, et que dans la pratique, ça se passe malheureusement plus souvent que prévu, d'une autre façon. Donc, attirez toujours bien l'attention de vos intérimaires que vous envoyez, soit, s'il te plaît, très observateur, très précis, et prends bien connaissance de toutes les particularités de l'endroit du lieu de travail avant de commencer à vouloir faire de la production pour montrer tes compétences. J'en parlais tout à l'heure, le transport de personnes, c'est totalement interdit. Et il est de la responsabilité de votre opérateur de machine de dire non, désolé, ça, je ne peux pas. Lors de la conduite, gardez tous les membres du corps à l'intérieur. Ouais. Je parlais tout à l'heure des recyclages que l'on conseille tous les 5 ans. Un opérateur de machine, au fil des années, il y a une certaine routine qui s'installe. Et des mauvaises habitudes sont adoptées de manière tout à fait inconsciente. Et c'est pourquoi ce recyclage tous les 5 ans permet de dire, voilà, stop, on rebobine, donc tu savais que tu ne pouvais pas faire ça, tu ne pouvais pas faire ça, et pourtant maintenant, tu le reconnais, tu le fais. Ce sont les mauvaises habitudes qui arrivent, c'est la routine, et c'est comme ça. Donc il est important de rappeler aux gens que oui, tous les membres du corps doivent rester à l'intérieur de la cabine, qu'il est interdit, comme on l'a vu sur l'image précédente, de sortir de la cabine, de monter, de prendre des positions très dangereuses. Il est également important de leur rappeler que la position des fourches dans un état en position de conduite à vide, elle est de maximum 25 cm.
Pourquoi 25 cm? C'est tout simple. Hein. Plus bas, en cas d'impact et de contact avec un piéton, on va attaquer la cheville. Plus haut, on va attaquer le genou. 25 cm, on va attaquer le tibia et le péroné. Alors ce que je vais dire là peut sembler peut-être un peu brutal, mais il est plus facile de réparer un tibia et un péroné qu'un genou ou une cheville. Donc c'est 25 cm et c'est tout. La justification elle est là, tout simplement. Éliminer donc le chemin, oui. Alors là aussi, évidemment, ça n'est pas de la responsabilité de... C'est moins de la responsabilité de l'intérimaire que vous allez envoyer, qui va se dire en raisonnant, enfin, moi je viens là pour 3 jours ou 5 jours, c'est pas à moi faire le nettoyage. Oui et non. À partir du moment où il y a un obstacle sur le sol et que malheureusement il va rouler dessus avec le chariot ou un gerbeur ou n'importe quoi, ça va déstabiliser la charge et ça peut être très très dangereux. Donc idéalement, il est également de sa responsabilité à ce que le sol soit totalement dégagé. Il est également de sa responsabilité de respecter, je le disais tout à l'heure, les règles internes en vigueur dans l'entreprise. Et ça veut dire que s'il y a dans l'entreprise, et généralement c'est prévu, un endroit qui est prévu pour stocker les machines en fin de pause, il doit respecter cela. Il doit respecter cela avec les fourches posées au sol. C'est un concept universel qui est appliqué dans toutes les entreprises. Il sait également qu'il ne devra pas mettre son engin devant des portes, il ne devra pas mettre son engin devant des coffrets électriques, il ne devra pas mettre ses engins devant des sorties de secours ou des moyens d'extinction de feu, etc. Tout ça, il le sait, mais il est bon de lui rappeler également. Et voilà, je crois avoir fait le tour de tout. Et si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Je précise également qu'il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses ridicules. Or, les réponses, c'est moi qui les fais, donc vous risquez rien. Voilà. Voilà, y a-t-il des questions? Dans le chat, il n'y a pas de questions. Juste un commentaire de remerciement et un autre qui dit que tout était vraiment très clair. Ok, merci. C'est assez clair. C'est très complet et très clair. Moi, j'ai appris plein de choses, vraiment. Merci. Avez-vous des questions ou une situation à partager? Oui, oui, Valérie, j'ai peut-être une petite question, mais c'était vraiment super clair. J'ai à nouveau appris plein de choses, merci. Mais par rapport aux formations, on voit souvent sur le site de Travi, par exemple, qu'il y a des formations frontales, retract, nacelle, mais parfois on ne spécifie pas spécialement si c'est s'il y a une formation gerbeur, etc. Ça, on te le demande, ou bien on va directement sur le site de Training Solution. En fait, vous allez retrouver ces formations-là sous le terme petit transport interne. Ah, PTI. voilà, oui. Oui. Et là, on retrouve Transpalette, Jetpeur, notamment concernant le petit transport interne, lorsqu'il y a des demandes de formation. Comme je l'expliquais, si on sait conduire le gerbeur, on est également autorisé à conduire le transpalette électrique et le préparateur de commande niveau bas. Mais nous avons des clients, comme j'ai eu le cas pas plus tard qu'avant-hier, où la société me dit, écoutez, non, moi le gerbeur, ça ne m'intéresse pas, je veux uniquement du transpalette électrique et rien d'autre. On n'a pas de gerbeur. Donc en fait, dans le terme PTI, petit transport interne, on peut prendre 6 personnes par jour et on peut mettre là-dedans des gens qui ne vont faire que du transpalette électrique, mais également des gens qui ne vont faire que du gerbeur électrique. Mais donc c'est repris sous la dénomination petit transport interne. Oui, merci. D'autres questions? Joël, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement dire ceci. Je ne sais pas s'il y a des gens de la région du Hainaut occidental ou pas,
mais c'est vrai que principalement Training Solutions divulgue ses formations en français sur le site de Jumet, donc Charleroi. De temps à autre, il nous arrive de faire également des formations sur le centre CEPS de Serein, puisque le CEPS est une société sœur faisant partie du même réseau que nous. Ce que je tiens à dire, c'est que je suis en train de développer des formations en français et également au centre de Roulers, qui se trouve du côté du Hainaut occidental. Donc ça se trouve également à, allez, je vais dire une trentaine de kilomètres de Moucron, grosso modo. C'est en Flandre, mais nous disposons là-bas de formateurs néerlandophones et francophones, ce qui fait que pour les gens de la région de Tournai, Moucron, etc., il faut plus payer je sais combien de kilomètres pour aller à Charleroi. Il y aura maintenant possibilité de faire ces formations à Roulers ou Rouselaar, selon le langage de la région. Voilà. Mais avec nos pieds. Voilà.